Hissène Habré retourne en prison. L'ancien président tchadien est sorti de la maison carcérale pour cause de coronavirus. Il purge une peine à perpétuité pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Léger assouplissement des mesures contre le coronavirus au Kenya. Le président a décidé de rouvrir 2 quartiers populaires du pays. Le couvre-feu reste cependant maintenu. Et puis, la contagion des manifestations suite à la mort de George Floyd gagne le monde. Plusieurs villes de l'Europe se sont montrées solidaires dans le viseur, la lutte contre le racisme. Voilà, plus sommaire de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. Direction le Sénégal, où l'ex-président tchadien Hissène Habré est retourné en prison et retrouve donc ses geôliers après avoir purgé 60 jours de sa peine à domicile. Il avait été autorisé momentanément à quitter la maison carcérale pour cause de coronavirus. Hissène Habré, à nouveau derrière les barreaux. L'ancien président du Tchad, en exil au Sénégal depuis les années 90, retourne en prison après l'expiration d'une autorisation de sortie de 60 jours, une liberté sous surveillance dans sa résidence dakaroise accordée en raison de la pandémie de coronavirus Covid-19. La nouvelle a été confirmée par son épouse Fatima Raymond Habré. C'est tout à fait vrai, le retour en prison de Hissène Habré, a-t-elle déclaré. La permission de sortie de 60 jours a pris fin samedi. Il y a quelques jours, une démarche de renouvellement de cette permission a été initiée par nos avocats auprès des juges d'application des peines. Mais elle s'y est opposée en évoquant 2 raisons. Premièrement, il faut que le président Hissène Habré réintègre la prison avant de demander un renouvellement d'une autre permission. Deuxièmement, il ne pourrait procéder à la demande de la dite permission qu'après 1 mois en prison. Autrement, il faudrait attendre le 6 juillet prochain pour refaire une demande, a-t-elle conclu. Le 30 mai 2016, Hissène Habré a été condamné par les chambres africaines extraordinaires mises en place par l'Union africaine à la prison à perpétuité pour des crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture, notamment pour des faits de violence sexuelle et viol. En sus, il doit allouer un montant de 82 milliards de francs CFA à 7 396 victimes identifiées. Il a été condamné en appel en 2017 à la prison à perpétuité à Dakar par les chambres africaines extraordinaires pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité durant son régime au Tchad entre 1982 et 1990. Les réactions se multiplient au Mali suite à la mort de Abdel Malek Drokdal, le chef d'AQMI, tué au Mali par les forces françaises. Parmi elles, nous vous proposons celle de Baba Dankono. Dankono, il est donc membre de l'Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité basé à Bamako, la capitale. Écoutons-le. La disparition de Drukdel pourrait avoir un effet sur l'AQMI aujourd'hui et peut-être renforcer relativement l'État islamique qui pourrait gagner en influence dans le cadre de cette lutte de rivalité qui l'oppose à AQMI dans la région des 3 frontières. Donc cette annonce vient un peu pour montrer que ces forces armées, qu'elles soient françaises ou qu'elles soient sahéliennes, agissent et ont des résultats. Au niveau également des partenaires internationaux, comme je le disais, beaucoup étaient hésitants sur l'efficacité aujourd'hui de l'intervention armée, qu'elle soit française ou sahélienne, à l'exemple de la force conjointe du G5 Sahel. Mais cette annonce qui est présentée comme un succès militaire pourrait renforcer la confiance aux mesures de contre-terrorisme engagées dans le pays. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a annoncé la rouverture d'un quartier populaire de la capitale Nairobi et de la ville de Mombasa. Il a décidé cependant de prolonger d'1 mois le couvre-feu destiné à endiguer la propagation du coronavirus. Depuis le 6 mai dernier, il était interdit de pénétrer ou de sortir du quartier d'East Lake à Nairobi et de la ville de Mombasa, considérés comme des épicentres de l'épidémie de coronavirus. Mais ce samedi, le président kényan Uhuru Kenyatta a annoncé la réouverture de ce quartier populaire de la capitale et de la 2e ville du pays. Le couvre-feu, en place depuis le 27 mars dernier, a été cependant prolongé de 30 jours, mais ses horaires sont raccourcis, désormais de 21h à 4h du matin au lieu de 19h à 5h du matin, afin de permettre aux Kenyans de profiter de pleines journées de travail. That the cessation of movement into and out of Eastleigh area of Nairobi
La cessation des mouvements à l'entrée et à la sortie de la zone d'East Lake de Nairobi et les limitations spécifiques en vigueur en ce qui concerne la zone de la vieille ville de Mombasa, qui sont actuellement en vigueur, cesseront à 4 heures du matin le 7 juin 2020. June 2020. That due to the increase in patterns of infection, en raison de l'augmentation des schémas d'infection, l'arrêt des mouvements à l'entrée et à la sortie de la zone métropolitaine de Nairobi, de Mombasa et de Mandera est encore prolongé de 30 jours. by 30 days. Aucune autre mesure visant à combattre le coronavirus n'a été levée. Le président, pressé par ailleurs de relancer l'économie, a estimé que le pays n'était pas prêt à faire face aux conséquences sanitaires d'un assouplissement de restrictions. We are caught in between two rights. Those who want to open are right. Nous sommes coincés entre deux arguments valables. Ceux qui veulent un déconfinement ont raison et ceux qui y sont opposés ont aussi raison. Et cette confrontation nous place au centre d'un dilemme. Placed us on the horns of dilemma. Les vols internationaux et intérieurs restent pour le moment suspendus, ainsi que les cours. Les écoles devraient cependant rouvrir le 1er septembre prochain. Le Kenya compte désormais 2600 patients testés positifs au coronavirus et dénombre 83 morts. L'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, a apporté son soutien à un cessez-le-feu à partir de ce lundi dans le conflit l'opposant au gouvernement d'union nationale. Ceci après des discussions samedi au Caire avec le président Abdel Fattah al-Sisi. L'initiative baptisée la déclaration de Caire réclame le retrait des mercenaires étrangers de tout le territoire libyen, le démantèlement des milices et la remise des armes. Après des discussions organisées samedi au Caire avec le président Abdel Fattah al-Sisi, le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, a donné son accord à un cessez-le-feu à partir de ce lundi dans le conflit l'opposant aux forces gouvernementales. La déclaration a été faite par le chef de l'État égyptien lors d'une conférence de presse en présence du maréchal Haftar. L'initiative baptisée la déclaration du Caire réclame le retrait des mercenaires étrangers de tout le territoire libyen, le démantèlement des milices et la remise des armes. Elle est censée ouvrir la voie à la formation d'un conseil présidentiel élu en Libye et empêcher les groupes extrémistes et les milices de contrôler les ressources du pays. Le président Sisi a réclamé un appui international à son initiative et appelé les Nations Unies à organiser des négociations entre les autorités rivales de l'Ouest et de l'Est du pays. Il a également appelé à la reprise des négociations de la commission militaire conjointe à Genève, réunissant les deux camps. Cette annonce intervient alors que les forces loyales au gouvernement d'union nationale ont lancé samedi une opération pour reprendre la ville de Sirte, verrou stratégique entre l'Est et l'Ouest du pays, située à 450 km à l'Est de la capitale, Tripoli. En Centrafrique à présent, un des principaux groupes aux armées du pays a annoncé en fin de semaine écoulée qu'il suspendait sa participation à l'accord de paix qu'il avait signé le 6 février 2019 avec le gouvernement centrafricain et 13 autres mouvements rebelles. Les précisions. Le mouvement Réclamation et Réhabilitation a décidé de la suspension de toute sa participation aux organes de mise en œuvre de l'accord de paix, a déclaré le chef du groupe, Sidiki Abbas, dans un communiqué. Il a demandé également aux hommes de 3R de répliquer avec la dernière force en cas d'attaque contre ces bases par les forces gouvernementales. Toutefois, le mouvement 3R réaffirme son engagement irréversible dans le processus de mise en œuvre de l'accord de paix si les menaces, les provocations cessent, affirme-t-il. Mercredi, la mission des Nations Unies en Centrafrique, la MINUSCA, avait mis en garde Sidiki Abbas contre sa tendance expansionniste dans d'autres parties de la région. En clair, violation de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine. En mai 2019, 4 mois après la signature de l'accord, 46 civils avaient été tués par des éléments des 3R à Paoua, dans le nord-ouest du pays. 4 mois plus tard, Sidiki Abbas, également connu sous le nom de Sidiki Bi Suleiman, annonçait sa démission de son poste de conseiller militaire auprès du gouvernement centrafricain
qu'il occupait dans le cadre de l'accord de paix. Avant une élection présidentielle à haut risque, prévue pour décembre 2020 et malgré l'accord signé en février 2019, la Centrafrique est toujours en proie aux exactions des milices et le gouvernement ne contrôle qu'une partie du territoire. La mort de George Floyd continue de faire des émules. Ce week-end, les manifestations de protestation contre le racisme et la violence aux policiers ont eu lieu au-delà des États-Unis. L'Europe s'est singulièrement mobilisée. De Bristol à Budapest, en passant par Madrid et Rome, des dizaines de milliers d'Européens ont rejoint dimanche des manifestations contre le racisme, prolongeant ainsi la vague de protestations déclenchée aux États-Unis par la mort du noir américain George Floyd, asphyxié par un policier blanc à Minneapolis. Quelques 3000 personnes, selon la préfecture de Madrid, se sont rassemblées à la mi-journée devant l'ambassade des États-Unis à Madrid, dénonçant la mort de George Floyd. À Rome, une manifestation imprévue a réuni sur la vaste Piazza del Popolo des milliers de jeunes qui se sont agenouillés en silence, le poing levé pendant 9 minutes, le temps durant lequel le policier Derek Chauvin a appuyé son genou sur le cou de George Floyd jusqu'à sa mort. En se relevant, ils ont crié « Je ne peux pas respirer ». Bravant l'interdiction des autorités, des milliers de Britanniques ont manifesté à Londres pour la 2e journée consécutive, mais aussi dans d'autres villes du Royaume-Uni, notamment à Bristol. Dans cette ville du sud-ouest de l'Angleterre, au passé esclavagiste, une statue du négrier Edward Colston a été déboulonnée puis piétinée par les manifestants une fois tombée au sol. La veille à Londres, une manifestation pacifique de milliers de personnes s'était terminée par des échauffourées. La police a dû charger pour disperser des protestataires qui leur lançaient des bouteilles et des jets de pierre. Même constat à Bruxelles, où des affrontements ont opposé dimanche des casseurs à la police à la fin d'une importante manifestation contre le racisme et les violences policières à laquelle ont participé près de 10 000 personnes. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.